d'habitude notre petite popote, c'est-à-dire on va faire 15 minutes sur l'actu de l'IA depuis le mois dernier. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est vachement trop court parce que dans IA Force, vous avez mis des explosions de poudre. C'est un feu d'artifice en ce moment, ça part dans tous les sens, d'un point de vue technique, d'un point de vue usage, d'un point de vue juridique, d'un point de vue philosophique, etc. etc. Donc, on va se faire un petit focus rapide là-dessus. Pourquoi vous avez l'écran là? J'ai partagé mon écran ou pas? Vous voyez Oui. mon écran ou pas? Ok, bon, ok. Donc, les participants, on est un peu plus encore cette fois-ci dans la communauté. Ça, c'est ceux d'aujourd'hui. Sur les espaces qu'on a créés, donc on arrive presque à une centaine de participants inscrits. Ils ne sont pas tous dans la base. Je n'ai pas eu le temps de tout suivre parce que vous avez tous la possibilité de rajouter des copains, des collègues, des connaissances. Hein. Vous rajoutez un mail dans le champ partagé, vous rajoutez le mail quelqu'un, vous pouvez inviter des collègues à venir travailler avec nous. Donc, on est presque une centaine maintenant dans la communauté. On a dépassé les 400 outils référencés. J'ai été à 410 ce matin, mais on doit être à 412, 413. Il y a des fiches des outils qui sont vachement bien référencés, et puis d'autres, c'est un peu, on a juste mis l'outil pour ensuite revenir derrière. N'hésitez pas à venir compléter si vous avez des usages sur certains outils, des trucs que vous avez vous-même fait, mettre les notifications, c'est bien, c'est pas bien d'après vous. Pareil, sur les fiches d'usage et de pratique, on est à 250. On a dépassé les 250. Là, ça aussi, il y a pas mal de choses. L'espace projet, on a 7. Les événements référencés, on en a une trentaine, un peu moins. L'espace meeting, on en a 5 en préparation. Il y en a 3 qui sont déjà archivés. Et sur le meeting du mois dernier, on était à 150 vues sur le replay. Voilà. Ça, c'est des chiffres. L'actu du mois, hop, hop, hop. Donc ça, c'est pour ça que notre ami Denis était en émoi il y a 2-3 jours. Il sautait partout, nous envoyait plein de mails, plein de démos. C'est les annonces successives de GPT-4 au je sais pas quoi, et la réplique de Google derrière avec tout ce qu'ils ont sorti. Donc, je vous ai mis tous les liens. Il y a les vidéos, les démos qui sont assez impressionnantes sur tout ce qui est sorti. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Enfin, ça. On a encore franchi un cap sur les usages. Moi, il y a un truc où j'étais pas prêt. Pop, 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 pop. Je ne sais plus où c'est. Je vous mettrai après. J'ai mis une petite vidéo. Donc, il y a des choses vachement intéressantes autour de ça. C'est vraiment les gros qui commencent à arriver à montrer, à sortir du bois. GPT, OpenAI avec GPT-4O, cette version O qui est annoncée gratuite. Hein, Denis, tu me confirmes, mais dans quelques jours. Ouais, je confirme, ça va être gratuit. Voilà. Voilà, donc ça, c'était la grosse actu techno des mastodontes. Il y a une actu plus pédagogique. Alors ça, c'est Wendy, c'est ton tour à toi. Wendy, j'ai vu une annonce sur LinkedIn, si ma mémoire est bonne, qui faisait une enquête sur l'IA et dans le supérieur. Et donc, je vais arrêter mon partage. Je te laisse partager je te laisse partager ton écran. Normalement, tu dois pouvoir partager ton écran. Si tu n'as pas de partage de données de près, tu peux nous donner des informations. Ça sera peut-être plus simple. Je vois que tu paniques. Je te laisse la parole. Il faut activer le micro, par contre, Wendy. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Alors, un instant, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser Zoom. Alors, je cherche comment pouvoir partager mon PowerPoint. C'est le bouton partager à côté en haut à droite de l'écran, normalement. Yeah, voilà. Ah, c'est pas le bon. Partager, tu dois pouvoir partager un écran, une application, une fenêtre. Ouais, sauf que comme je suis… Alors, pendant que tu cherches les partages, Ouais. notre ami Denis, tu as testé GPT-4 et depuis, tu ne dors plus. On peut l'avouer. Ouais, je suis enthousiaste. Donc, nous a fait. Moi, il m'a inondé mon mail, mon Messenger, j'en ai de partout, tous les essais qu'il a fait. Et tu peux mettre les résultats directement dans la base de données. Hein. Passe pas par moi, c'est comme ça. Je mettrai. Mais non, directement, parce que il a généré plein de trucs d'un enthousiasme que j'ai rarement vu chez mon gars Denis. Donc, moi, les démos que j'ai vues aussi, c'était pas mal.
Donc, et sur la réplique, la réponse de Google aussi, il y avait pas mal de choses. Alors, Wendy, on a perdu Wendy. Non, Je elle est suis là. navrée, avec Teams, je n'arrive pas à partager mon écran. En fait, comme je suis sur l'application navigateur et non pas sur l'application Teams, Moi, c'est pareil, moi aussi, je suis sur le navigateur. en fait, il C'est à me côté de propose. bouton quitter. Oui, Donc, oui, alors je vois bien partager voilà. du contenu. Ça me dit écran, fenêtre ou onglet, sauf que je ne Eh peux ben, pas prends fenêtre, sélectionner. prends écran. Ouais, c'est un peu long. Ah, je t'ai pas mis. Est-ce que Pourquoi tu là, pouvais pas? vous Si, c'est bon, là, c'est bon. voyez? C'est Voilà. bon, parfait. Bon, malheureusement, vous Voilà. n'aurez pas la présentation diaporama. Navré, vous aurez mes quelques petites notes en dessous. Donc, enchantée. Merci encore à Christophe Batty pour l'invitation aujourd'hui. Merci également, je ne sais pas s'il est présent, à Bertrand Moquet, qui a permis cette mise en relation et qui a été un de mes professeurs cette année lors de mon master donc en dispositif numérique éducatif à l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, je suis actuellement en 2e année en alternance et je travaille donc avec une entreprise de formation à distance en tant qu'ingénieur pédagogique, et je suis également responsable pédagogique d'une préparation pour le bac français. Et je fais aussi beaucoup de création de contenu, et j'ai donc un usage assez important en termes d'intelligence artificielle, ou en tout cas d'outils d'intelligence artificielle, notamment d'outils de l'intelligence artificielle générative. Donc aujourd'hui, j'ai été cordialement invitée par Monsieur Battier pour vous présenter donc cette enquête sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. Et alors moi, plus spécifiquement, c'est dans le cadre particulier du contexte de l'enseignement à distance. C'est volontaire, il fallait absolument que je resserre mon sujet, donc j'ai resserré autour de l'enseignement à distance. Pour ce sujet, c'est donc l'impact et dynamique de l'intelligence artificielle sur les pratiques pédagogiques dans l'enseignement à distance. Donc là, l'idée, c'est que l'avènement de l'intelligence artificielle, elle a transformé radicalement les paradigmes éducatifs, en particulier dans le domaine de l'enseignement à distance. Et j'explore donc l'impact et les dynamiques qui sont induits par l'IA sur les pratiques pédagogiques, tout en mettant en lumière les défis et les opportunités qu'elle présente, mais aussi s'intéresser à la manière dont l'IA va pouvoir améliorer la personnalisation, l'adaptabilité des parcours d'apprentissage, mais aussi questionner les implications éthiques et les besoins en formation des enseignants pour intégrer efficacement ces technologies. Donc là, bien évidemment, on est plutôt sur une analyse pluridisciplinaire. Et en tout cas, l'idée était de souligner l'importance d'une approche critique et réflexive face à l'intégration de l'IA dans l'enseignement. Et donc, ma problématique est: dans quelle mesure l'intelligence artificielle redéfinit-elle les pratiques pédagogiques dans l'enseignement à distance, et quelles sont les implications pour les apprenants, les enseignants et les institutions? Je précise, dans le cadre d'enseignement à distance, j'entends vraiment plateforme e-learning. Donc, ça peut être des formations totalement en distanciel ou alors des formations hybrides. Donc, j'ai fait le choix de synthétiser un maximum mes réponses au vu de mon temps de passage. Donc l'idée, j'ai créé donc un formulaire à la fois avec des questions pour des répondants, donc enseignants et également étudiants. Donc là, je vais plutôt commencer par la partie enseignants. Donc comme vous pouvez le remarquer, on a recueilli donc des données de différentes catégories de répondants. 73,10% étaient des enseignants. C'était plutôt bien, sachant que j'ai plutôt fait parvenir en tout cas mon enquête auprès d'étudiants majoritairement, mais grâce à LinkedIn justement et au repartage d'un certain nombre d'entre vous, j'ai pu obtenir un grand nombre de réponses du côté enseignant, ce qui montre bien qu'il y a un intérêt particulier. Au niveau de la répartition, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu beaucoup de réponses d'enseignants au lycée, 16,20% sur les établissements d'enseignement supérieur. Pour le collège également, 11,70%. Et ensuite, quelques, disons, plus maigres réponses sur les établissements médico-sociaux et les MFR. C'est les maisons familiales rurales, pour ceux qui ne connaissent pas les Tout à MFR. fait, exactement. Merci pour la précision. Donc, l'idée était, en tout cas dans un premier temps, d'observer la perception de l'usage de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Pourquoi? Tout simplement parce que je travaille donc dans un établissement d'enseignement à distance, et j'ai mis en place ces dernières années une application, par exemple, de quiz et de fiches notions dont je génère entièrement le contenu grâce à de l'intelligence artificielle générative. Et malheureusement, en tout cas, je ne sais pas si le terme est juste, mais j'ai été confrontée à un certain nombre de professeurs, en tout cas de l'équipe pédagogique, qui étaient particulièrement contre. Donc, ça me semblait en tout cas intéressant de voir comment on pouvait percevoir l'intelligence artificielle. Finalement,
Je suis plutôt satisfaite des résultats parce que je me rends même compte avec un 37,50% que les enseignants sont plutôt neutres. Finalement, il y a peu de très négatifs ou plutôt négatifs, comme vous pouvez le remarquer. Donc 7,10% pour du 23,20% pardon, pour du plutôt négatif et 10,70 très négatif. Vous remarquerez du côté étudiant que le très négatif s'efface et s'oublie totalement. Également, ce qui m'intéressait, c'était de voir si, en tout cas, les établissements avaient mis en place des formations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les enseignants, mais également, alors là, je ne l'ai pas précisé, mais également de voir si des chartes avaient été mises en place sur cette utilisation, à la fois pour les enseignants et pour les élèves. Donc là, pour la formation, comme vous pouvez le voir, très peu ont reçu une formation complète. Quelques-uns, simplement une introduction, et la grande majorité, à presque 70%, n'en ont pas reçu, mais souhaiteraient vivement être formés. Et une petite part, toujours, ne semble pas être intéressée par une formation sur l'intelligence artificielle. Et quand on observe de près les résultats, ce sont les mêmes qui ne sont pas, en tout cas, qui perçoivent l'intelligence artificielle comme quelque chose de plutôt négatif. Ensuite, l'idée était de voir quel est le relationnel autour de l'intelligence artificielle entre enseignants et élèves. Donc là, l'idée, c'était de savoir si en tout cas, les professeurs autorisent ou encouragent les élèves à utiliser cette intelligence artificielle. Bon, comme on peut le remarquer, ils l'autorisent sans l'encourager activement, même si une petite part l'encourage activement. Et d'autres, voilà, ils n'autorisent simplement pas ou même non pas forcément de questions, ou en tout cas ne sont même pas posés la question par rapport à leurs élèves. Évidemment, j'ai demandé à préciser dans quel cas on autorisait ces élèves à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez le voir, j'ai donné des pré-réponses, disons, à la fois pour l'auto-évaluation, le suivi des progrès, la personnalisation du parcours d'apprentissage, les simulations, expériences virtuelles, rédiger ou corriger des devoirs encore. Et majoritairement, ce qui ressort quand même, c'est pour réaliser des recherches et collecter des informations, ce qui est assez surprenant, puisque on aura plutôt tendance, notamment sur de l'utilisation en tout cas l'intelligence artificielle générative, ça pose question quand même sur l'idée de réaliser des recherches avec et de collecter des informations, notamment pour les sources. Et ce qui était pertinent, c'est que j'avais laissé donc une case autre pour que des professeurs puissent en tout cas ajouter les cas dans lesquels ils l'autorisent. Et donc, c'est le petit post-it jaune que vous voyez juste ici. Donc, à la fois pour travailler sur les sources et leur fiabilité, justement, sur l'esprit critique. D'autres, et plutôt sur comprendre l'intérêt de l'IA, finalement, comment est-ce qu'on peut se servir de l'outil. D'autres l'utilisent également dans plutôt une vision graphique, c'est-à-dire avec la création d'images. J'avais notamment un professeur qui parlait d'avoir utilisé cela avec ses élèves pour générer des images, pour créer une BD ensemble. Professeur de langue également me parle pour pratiquer une langue étrangère, utilise ChatGPT par exemple, comme en tout cas un agent conversationnel pour échanger dans une autre langue avec les élèves. Également pour chercher de l'inspiration. Quand on a plusieurs notes, on ne sait pas trop par où commencer. Et également, donc, au-delà du corriger ou rédiger les devoirs, pour de la correction d'orthographe et également, dans d'autres cas, pour du codage informatique. Ensuite, j'ai interrogé donc les professeurs sur, en tout cas, leur idée de la fréquence d'utilisation et également savoir s'ils étaient en capacité finalement de se rendre compte si des devoirs avaient été rendus avec l'usage de l'intelligence artificielle. Bon, comme on peut le voir, 7,1% répondent tout de même qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir le détecter. Mais en même temps, voilà, plusieurs se rendent bien compte et donc ça veut dire ont eu déjà une vision de ce que peut donner ChatGPT quand il est mal utilisé ou mal prompté, parce que c'est souvent le cas d'un grand nombre d'étudiants ou d'élèves. J'essaie d'aller assez rapidement pour ne pas vous prendre tout votre temps non plus. L'idée était également aussi d'interroger sur ce nouveau dispositif qui a été mis en place par Gabriel Attal, donc sur certaines classes dès la rentrée donc de février dernier, mais en tout cas qui sera élargi à partir de la rentrée 2024 sur des plateformes donc disponibles pour les élèves. Donc on est plutôt sur un enseignement hybride puisque c'est des choses à faire à la maison qui permettront justement d'avoir des exercices dans différentes matières et qui s'adapteront au niveau de l'élève. Et donc l'idée était également de questionner les enseignants sur ces plateformes d'apprentissage adaptatif. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent convenir à votre domaine? Bon, comme vous pouvez le voir, la grande majorité répond quand même que c'est plutôt adapté ou en tout cas une idée plutôt neutre sur la question. Ils n'y sont pas opposés.
Également, ce qui m'intéressait, en tout cas de faire ressortir, c'était également quelles étaient les principales craintes concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement, puisque effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été confrontée dans le cadre de mon travail à des professeurs qui avaient une vision parfois un peu étriquée peut-être de l'intelligence artificielle. Tombent parfois un peu peut-être dans le cliché, sont parfois même très véhéments à ce sujet. Donc, ça m'intéressait de comprendre cela. Et on remarque quand même à 37,50% que certains professeurs ont peur d'être remplacés par la technologie. Donc là, on a plutôt une question peut-être d'ego ou d'orgueil. Et donc, au niveau et bien sûr, je m'inclus là-dedans puisque je suis moi-même professeur de français avant de partir pour de l'ingénierie pédagogique. J'étais donc professeur de français. Donc également, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, ben, forcément, le manque de contact humain dans les craintes, les biais et inexactitudes des algorithmes d'IA. Donc ça, c'est quelque chose encore sur lesquels beaucoup d'enseignants, en tout cas dans le domaine de l'intelligence artificielle, travaillent. Également la sécurité, la confidentialité des données, mais aussi dépendance excessive à la technologie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, les deux pôles les plus importants vont être quasiment les mêmes du côté des élèves. Et donc également, j'avais proposé une autre section qui permettait donc aux professeurs, aux enseignants de répondre. Et donc, comme vous pouvez le voir donc juste ici, effectivement, pour certains professeurs, donc les élèves ne développeraient pas certaines compétences. Il y a aussi l'idée, bon, moi je le rentre un petit peu dans les biais inexactitudes de l'IA, c'est-à-dire surtout sur du génératif, le fait que par exemple ChatGPT ou Gemini inventent parfois leurs réponses. Il y a également cette idée la disparition du sens critique, de la capacité de réflexion, d'analyse. Voilà, vous avez tout ce passage vraiment qui porte sur l'idée même de la cognition de la part des élèves, que les élèves ne sachent plus réfléchir par eux-mêmes. Mais en même temps, quand on regarde ce qui était présenté tout à l'heure sur l'usage finalement des professeurs avec leurs élèves, il y avait aussi une fonction critique, remarquer comment finalement l'intelligence artificielle peut ne pas donner de bonnes informations et qui nécessite donc d'être formé convenablement à reconnaître ces points-ci. Également, que ça pourrait diminuer le manque d'imagination, de créativité des élèves, mais aussi, et toujours, et donc là, on peut même le relier au sens critique, tout comme au biais inexactitude, c'est le manque de recul de la part des élèves, puisqu'ils n'ont pas de formation. Et là, donc, effectivement, certains notaient voilà, incompréhension, manque de moyens de la part de l'éducation nationale, mais aussi donc, les mauvaises formulations, les mauvais prompts, finalement, qui questionne même l'idée de peut-être avoir un cours dès le lycée de compétences transversales qui permettrait d'enseigner justement le fonctionnement de l'intelligence artificielle et également comment on prompte finalement l'intelligence artificielle et comment on peut Alors je l'utiliser. crois, Oui, je vais t'interrompre à ce propos, j'ai vu passer un tweet de la ministre qui demandait qu'à dès la rentrée, il y a un plan de formation à l'intelligence artificielle dans les collèges-lycées. tout Donc que à ce fait, soit, effectivement. j'ai vu passer ça, ouais. J'allais l'évoquer juste après parce qu'effectivement, tout ceci n'est que la présentation pour mon petit mémoire, donc qui est Mmh présenté mh. sur une année. Mais j'ai également eu une proposition de doctorat pour l'année prochaine et je pars également sur l'intelligence artificielle et donc ça viendra compléter mon propos à la fin. Donc en termes, voilà, pour terminer sur le questionnaire des enseignants, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir de leur côté comment est-ce qu'ils utilisent en fait tout simplement des outils d'intelligence artificielle. J'en utilise personnellement. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai notifié voilà, quels étaient les outils. Très peu ont donné d'autres réponses que celles qui étaient proposées. Il y avait uniquement l'IA voilà, génératrice d'images qui avait été ajoutée. Mais sinon, on utilise donc à peu près tous les mêmes, en tout cas les mêmes outils, ceux qui semblent accessibles du moins. Et donc voilà, c'était un point en tout cas qui me semblait intéressant, mais je remarque quand même qu'un certain nombre, encore 20%, un peu plus de 20%, ne souhaitent pas l'utiliser. Peut-être pourrais-je exposer, c'est peut-être pas forcément le point d'aujourd'hui, mais peut-être pourrais-je exposer rapidement à la fin également quel est mon usage en tant que professeur et ingénieur pédagogique de l'intelligence artificielle. Au niveau des étudiants, donc là, effectivement, donc mon questionnaire était ouvert également aux lycéens. Malheureusement, je n'ai pas reçu de réponse de lycéens. Ça pose également un point qui avait été mentionné par un des professeurs, c'est sur le niveau d'acculturation finalement des élèves en lycée et collège, puisque on remarque effectivement qu'il y a une rupture hors réseaux sociaux, puisqu'ils sont très concentrés, cette génération, sur les réseaux sociaux, mais un petit peu moins sur les outils, c'est-à-dire l'utilisation de logiciels, Word, PowerPoint, comment est-ce qu'on utilise le web, comment est-ce qu'on fait de la veille, et ainsi de suite. Tout ça semble un petit peu lointain pour les générations actuelles au lycée. En tout cas, moi, j'ai des classes en lycée, c'est ce que j'observe.
Donc voilà, majoritairement plutôt des masters et doctorats, et une petite part de bac+2 et de licence. Comment est-ce qu'ils perçoivent donc l'usage de l'intelligence artificielle? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le plutôt négatif, finalement, il en reste très peu, 4,20, mais le très négatif, on est à 0%, et plutôt voilà, 40% de plutôt positif et de très positif, on est donc presque à 27%. Donc on remarque quand même que chez les étudiants, il y a une plus forte propension à, en tout cas, à intégrer l'intelligence artificielle dans leur usage, ou en tout cas dans l'enseignement. Là, je vous ai fait donc rapidement, l'idée était de montrer ici simplement, voilà, donc à nouveau poser la question sur les plateformes d'apprentissage adaptatif, ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'ils sont aussi favorables au fait que leurs professeurs puissent utiliser des outils d'intelligence artificielle pour enseigner, préparer leurs cours, voire gérer le suivi des étudiants? Également, même question sur l'établissement. Est-ce qu'il y a une formation qui a été proposée aux élèves? Donc, comme on peut le voir, voilà, c'est rapidement simplement une introduction, souvent proposée dans certains cours, très peu de formation complète, mais quand même une plus forte propension pour, en tout cas, des élèves qui souhaiteraient être formés. Et également, donc, encore la question, pensez-vous que l'intelligence artificielle pourrait remplacer un enseignant? Alors, du côté, effectivement, des élèves, non, elle ne peut pas remplacer, en tout cas que pour des tâches très spécifiques. Voilà, et une très, très faible propension pour la plupart des aspects, finalement, pour un remplacement total. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, en tout cas pour l'ensemble, on est plutôt très bénéfique ou très favorable sur l'utilisation soit de plateformes, soit d'outils par les professeurs. Et dans la même suite, donc, est-ce qu'eux utilisent des outils d'intelligence artificielle? Donc, on a quand même un bon 60%, oui, occasionnellement, 30% pour du oui régulièrement, et 8,7% non, je ne souhaite pas le faire. Par contre, comme vous pouvez le remarquer, 0 réponse sur je souhaiterais, non, mais je souhaiterais le faire. Donc, ça montre que même sans formation, les élèves vont tout de même chercher à utiliser l'outil, même s'ils ne font pas forcément de la bonne manière. Mais ils vont chercher à utiliser cet outil, donc ils comprennent bien qu'il y a un avantage à tirer de cela. Également, voilà, l'idée était de poser la question si des élèves avaient déjà rendu des travaux ou des devoirs rédigés à l'aide de l'intelligence artificielle, alors qu'ils n'y étaient pas autorisés. Donc, comme vous pouvez le voir, les étudiants respectent plutôt les règles lorsqu'il s'agit de ne en tout cas, ils n'y sont pas autorisés. Et bon, une petite part préfère ne pas répondre. On se doute effectivement de la réponse dans ce cas. Également, voilà, la fréquence. Donc, c'est assez intéressant puisque la fréquence est un peu plus, en tout cas, plus d'élèves l'utilisent au moins une fois par jour par rapport à ce qui était dit par les professeurs, du point de vue des professeurs qui pensaient qu'ils l'utilisaient plutôt une fois par semaine ou une fois par mois. Là où finalement, on remarque que les élèves l'utilisent beaucoup plus que ce que pensent les professeurs. Et de même, voilà, l'idée était de voir aussi si les professeurs les encouragent ou les autorisent à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, donc on arrive bientôt au terme de cela, promis, je ne prendrai pas plus de temps. Donc là, l'idée, c'était de voir s'ils utilisent des outils, tout simplement, sur l'intelligence artificielle, autre que pour les devoirs, donc dans leur étude plus largement, mais la préparation des devoirs, de travaux, le suivi de leur progrès également. L'idée était aussi de voir quels outils étaient utilisés majoritairement. Là encore, comme pour les professeurs, hein, en tout cas, un grand nombre utilisent les intelligences artificielles génératives. Et également, il était intéressant de regarder donc quelles étaient les craintes qu'ils ont par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme pour les professeurs, l'idée la peur, mais également, en tout cas, la peur d'une dépendance excessive à la technologie. Et du côté des défis, c'est plutôt la fiabilité et la précision des outils. Donc là, effectivement, hein, c'est plutôt sur l'intelligence générative que ça se situe, mais aussi sur la compréhension et l'utilisation des outils qui soulignent la nécessité, ou en tout cas la demande de la part des étudiants d'être formés pour comprendre et utiliser ces outils. Et donc, dernier point de mon questionnaire pour les étudiants était simplement, souhaitez-vous voir plus d'intégration d'intelligence, en tout cas de l'intelligence artificielle dans votre scolarité? Effectivement, il y a des réserves, mais on est plutôt sur un oui avec presque 57% et 30% sur un oui absolument sans réserve. Donc, voilà,
ça montre très clairement que les étudiants attendent cela de l'enseignement, en tout cas dans leur scolarité dans les années à venir. Et effectivement, ce qui était pertinent, c'était de voir pour quelles raisons. Donc, on a l'amélioration de la personnalisation de l'apprentissage, l'augmentation de l'efficacité aussi, c'est-à-dire que je passe peut-être, grâce aux outils, moins de temps à préparer mes devoirs, mes travaux, j'optimise mon temps. Pour eux également, ça permettait un accès facilité à l'information, comme je vous l'ai dit, meilleure gestion du temps, la préparation également à un environnement professionnel qui inclut de plus en plus les outils d'intelligence artificielle. En tout cas, le milieu professionnel a une demande et également donc l'innovation forcément dans l'apprentissage et aussi un support pour les tâches répétitives du type ce que j'utilise actuellement par exemple, c'est-à-dire que je ne rédige plus du tout de mails pour mes professeurs, je me fais des petites notes avec des petits points et je demande ensuite à l'outil de générer pour moi. Et à ce titre, effectivement, la conférence I.O. de Google a montré cette semaine qu'ils allaient donc intégrer ce système directement dans Gmail, ce qui permettra un raccourci encore à voir bien évidemment, parce que je suis plus pro ChatGPT, disons, que Gemini sur l'utilisation, parce que je trouve que ChatGPT est quand même plus complet que Gemini pour l'instant. Donc, en termes de conclusion générale, qu'est-ce qu'on observe? Bon, on a une adoption progressive de l'IA, en tout cas une acceptation croissante de l'IA dans l'éducation, bien que les perceptions puissent varier entre les enseignants et les étudiants. C'est surtout les enseignants finalement qui restent prudents, en partie à cause peut-être de la formation limitée et aussi, à mon sens, de certains clichés qui perdurent encore sur l'intelligence artificielle. On remarque bien sûr le besoin de formation et c'est crucial d'améliorer la formation des enseignants sur l'utilisation de l'IA pour maximiser à la fois ses avantages, mais aussi minimiser les risques qui y sont associés. Et là, c'est à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants et les élèves. De même, bien sûr, trouver un équilibre entre la technologie et l'humanité. Donc, à la fois les craintes concernant le manque de contact humain, la dépendance technologique également, une intégration donc équilibrée de l'IA qui conserve l'interaction humaine et développe des compétences critiques, elle me semble en tout cas essentielle. Et également, donc, pour terminer, le potentiel éducatif, puisque l'IA est perçue donc plutôt positivement pour ses capacités à personnaliser l'apprentissage, à aider à la recherche, à la collecte d'informations, bon, même si là, notamment en français, puisque ChatGPT n'est clairement pas prêt à pouvoir vous fournir un résumé d'un ouvrage, un petit peu plus sur le 4O, justement, qui a été lancé cette semaine, que j'ai pu tester avec des questions sur des romans un peu longs et ainsi de suite. Et c'était, en tout cas, les informations données étaient assez pertinentes. Mais en tout cas, voilà, l'idée est toujours de développer les compétences pratiques et analytiques aussi chez les étudiants. Et donc, simplement pour terminer, j'ai donc réalisé ce mémoire cette année. L'année dernière, donc dans le cadre de mon master, nous avions non pas le mémoire à rédiger, mais ce qu'on appelle le TPR, donc le travail préparatoire à la recherche. Et en tout cas, j'ai fixé mon sujet sur la façon dont le numérique pouvait accompagner ou en tout cas inclure les élèves à besoins éducatifs particulier. Effectivement, l'intelligence artificielle est un des outils qui est le plus revenu et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'y consacrer donc le mémoire de cette année. Et effectivement, parce que dans mon usage, donc dans le cadre de mon entreprise, j'utilise l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en grande partie, je génère mes cours grâce à cela. En tout cas, je demande à l'outil de les rédiger pour moi. Tout le contenu, ce sont des notes que je prends, bien évidemment. Donc, c'est mon expertise, mais je demande à l'outil d'optimiser pour moi et simplement de rédiger. Effectivement, j'apporte une légère correction, mais je l'utilise en ce sens. Et dans un deuxième temps, j'ai développé, donc avec un prestataire extérieur, une application mobile qui vient donc disons, qui est en parallèle des formations que l'on propose en ligne avec des questions de quiz, mais également des fiches notions et qui sont exclusivement générées par l'intelligence artificielle. Et donc, comme vous avez pu le comprendre, vu qu'un certain nombre de personnes de l'équipe pédagogique étaient contre, nous avons mis en place un process qui permet justement aux professeurs ensuite d'aller vérifier le contenu que j'ai généré et apporter en tout cas leur expertise pour valider celui-ci. Et donc,
L'idée, c'est donc que, en tout cas pour la suite et pour l'année prochaine, je vais donc tenter en tout cas, l'université Bordeaux-Montaigne et surtout le laboratoire MICA. Donc on me proposait un contrat de doctorat pour l'année prochaine que je réalisais très certainement en CIFRE, donc c'est-à-dire en convention d'entreprise, directement, donc avec un institut également d'enseignement dans le supérieur. Et donc là, par contre, l'idée, c'est justement au vu de ce que j'ai dégagé comme point, l'idée est plutôt d'analyser les processus communicationnels et les pratiques d'accompagnement au changement face aux résistances à l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc l'idée, ce sera plutôt d'explorer comment les processus communicationnels et les pratiques d'accompagnement au changement vont influencer l'intégration de l'intelligence artificielle dans les milieux éducatifs, mais aussi, en tout cas, en prenant en compte les résistances observées, comprendre les dynamiques sous-jacentes qui façonnent les attitudes et les usages de l'intelligence artificielle parmi les enseignants, aussi les administrateurs et également les étudiants. Et donc l'objectif, c'est d'identifier les facteurs de résistance spécifiques au contexte éducatif et d'examiner justement les stratégies communicationnelles et les interventions qui peuvent être mises en place pour faciliter la transition, en tout cas de la façon la plus acceptée, la plus efficace vers des pratiques innovantes assistées par l'IA. Voilà, je pense que j'ai terminé ce point. Je suis navrée d'avoir pris autant de Oh, c'est temps. plus qu'un point là, hein. Là, regarde, tu as les applaudissements. Il y a David, il avait un grand sourire en regardant tes informations. Chouette boulot. Tu pourras nous mettre le PowerPoint, on le mettra. Bien sûr. Normalement, tu dois pouvoir le mettre dans la fiche, Oui, tout à fait. dans la présentation, puis on se fera une petite fiche à part. Moi, alors, j'ai déjà une première question. Comme que j'ai la parole, je vais poser ma première question. Mais je sais que Christelle, elle bouillonne aussi. Elle va te poser des questions, certainement. Christelle, elle est à l'université de Saint-Étienne. Elle est au support pédagogique. Hein, c'est ça, Christelle? Alors, ouais. Au service ouais. universitaire pédagogique, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, ma première question, quand tu dis ils utilisent l'IA, c'est pas comme un moteur de recherche et tu as des doutes, c'est parce qu'il y a Perplexity et Gemini. Alors, moi, je dis Gemini, hein, c'est mon comté français, hein, eux, ils ont des fonctionnalités un peu de moteur de recherche. Est-ce que ils ont utilisé que ChatGPT ou si on sait qu'ils ont utilisé ces outils-là un peu côté élève? Alors, effectivement, je n'ai pas été creusée dans le détail, Ouais, tout simplement parce que, disons que je suis limitée en termes de pages sur mon étude. Donc il fallait vraiment que je resserre, c'était une demande de mon directeur de recherche. Donc je suis restée sur l'intelligence, générative. Par contre, de mon expérience personnelle avec mes élèves, donc en première bac français, majoritairement, on est plutôt sur une utilisation de ChatGPT. d'accord, Beaucoup ne connaissent pas Gemini. d'accord. Donc, tu restes sur Gemini. Sur la plateforme adaptative, est-ce que tu penses qu'il n'y a Mia. que les profs de lycée qui ont lycée ouais, sur les plateformes, sur Mia Seconde. Donc, Mia Seconde, c'est le projet maths français, la réadaptation des parcours adaptatifs en maths français pour toutes les classes, les 800 000 élèves de seconde à la rentrée. Est-ce que tu penses qu'il n'y a que les profs de lycée qui t'ont répondu là-dessus ou il y a d'autres personnes? Alors, il y a eu alors là, c'est tout, confondu, hein. Donc effectivement, j'ai parlé de Mia parce que c'était l'exemple français, qui était bien connu, qui était dans l'actualité, en tout cas au moment où j'ai fait, cette enquête. Par contre, dans le cadre de mon université, par exemple à Bordeaux-Montaigne, il a été mis en place, cette année pour pallier au manque de professeurs de langue. Il a été, instauré une plateforme comme ça qui a été mise en ligne via Moodle, donc par un prestataire extérieur. Qui est donc une plateforme adaptative, pour l'apprentissage des langues. Donc ils proposent 7 langues à peu près et effectivement ici, ils utilisent, l'intelligence artificielle pour s'adapter justement au niveau, des élèves. Et donc là, par contre, D'accord. on est sur un remplacement total du professeur. Ah, ok. Dans le scénario, c'est prévu comme ça. Bon, moi, j'ai fini avec mes questions. C'est des questions. Christelle, je suis étonné que tu n'aies pas de questions. Aussi, je vais en trouver. C'est vrai Ah que non, il là, ne faut pas te lancer. on parle énormément de formation et d'accompagnement des enseignants, alors des étudiants aussi, mais aussi des enseignants à l'usage des IAG. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut faire un tour de table dans vos universités de ce qui est fait dans les universités? Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont faites. Alors moi, personnellement, simplement pour rebondir, dans le cadre de mon master donc en dispositif numérique éducatif, donc c'est bien particulier, effectivement, on a eu un cours, donc tous les professeurs
très honnêtement, l'incluent dans leurs cours en fonction de leur domaine, nous montrent comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans leur cadre. Mais par contre, j'ai eu un cours spécifique sur la conception et la gestion de projets, donc faire du diagramme de Gantt et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle de ce point de vue-là? Et c'est la même formation qui était donnée également aux administrateurs de l'université, donc hors personnel enseignant. Moi, je vais en parler dans le point d'actualité par la suite aussi. Il y a pas mal de choses qui ont bougé aussi. Et il y a Dominique Alain qui a levé la main. Dominique, je te laisse la parole. Alors, nous, au niveau lycée cette année, donc en Suisse, hein, dans mon établissement, on a, dans les cours d'informatique de base, mis un petit module intelligence artificielle générative. On fait en fait génération d'images pour avoir un peu une critique sur les biais que l'intelligence artificielle nous crée. Dès qu'on demande, par exemple, femmes arabes au marché, elles sont toutes voilées. On se pose la question pourquoi. Et en parallèle, on a donné des cours aux enseignants. Il y a eu 4 cours qui ont été donnés aux enseignants. Et l'année prochaine, on met sur pied en fait un cours facultatif qui aura lieu donc une heure par semaine, qui sera ouvert à la fois aux enseignants et aux étudiants. Et on est en train de se poser des questions justement, quelles sont les compétences et les informations qu'on a envie de faire passer à ces deux différents corps, enseignants et étudiants, sur l'usage de l'IA en règle générale et l'IA générative en particulier. C'est vrai que c'est pas la même façon d'aborder les choses. Ok, bon, je vois qu'on a lancé le débat. Wendy, je pense qu'on te ressollicitera, peut-être pas Avec avant les grand vacances, plaisir. mais un peu plus tard. Et puis, si tu veux, toi, solliciter des gens dans le réseau, n'hésite pas à passer des infos. Je cherche des expérimentations, je cherche des trucs comme ça. C'est le but du jeu, c'est ça. Donc là, merci. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat pendant que je reprends la main sur l'écran et je continue mon point, moi aussi, sur l'actualité du mois. Écran 2, c'est celui-là. Justement, le point suivant, c'était sur les informations. Ça y est, vous avez mon écran? Oui. Est-ce que vous voyez? Voilà, ouais. Il y a pas mal de guides d'utilisation de l'IA dans les écoles qui sont sortis, plutôt chez les collègues québécois d'ailleurs. En mode chez les gens francophones. Donc, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Donc, j'ai mis quelques liens sur les stratégies d'IA en classe, sur un guide d'approche réflexive de l'IA en éducation. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a David qui m'a envoyé ce truc que j'ai trouvé vachement bien, moi. Alors, c'est qui peut aider aussi les enseignants. Je ne sais pas si vous avez eu le temps. Alors, si je clique, qu'est-ce que ça va le… Ouais, ça devrait l'ouvrir. Waouh. Faut que je zoome. Elle est pourrie ma capture d'écran. Mais en fait, c'est de casser les outils par usage pédagogique en classe. Et ça, c'est assez génial d'un point de vue enseignant et aussi d'un point de vue étudiant. Donc, vous irez voir cette partie-là. C'est quelque chose d'assez intéressant de cette façon de voir. Autre élément marquant sur le mois, pour finir le point d'actu, rapidement, ça, c'est plutôt un focus juridique. Là, j'ai vu 2-3 choses au niveau juridique, comme quoi l'IA a inquiété les gens, donc nos juristes prennent un peu peur et un peu s'organisent. Il y a des indicateurs qui sont assez intéressants qui ont été publiés par l'université de Stanford qui a fait un gros rapport de 600 ou 800 pages, je ne sais pas, enfin un gros truc. Et page 385, comme quoi je bosse mes dossiers. Ils se sont amusés à regarder le nombre de textes de loi qui est sur l'IA. Et on est en train de voir une explosion de textes de loi, donc c'est vraiment réglementé. Donc, c'est sur 80 pays, il y a plus de 2000 textes de loi qui tiennent compte de l'IA, donc sur 80 pays, donc ça en fait pas mal. Même chez nos amis américains, enfin chez les amis pas forcément, mais chez les Américains, il y a un texte aussi qui est sorti. Si la génération d'un langage dépasse un certain nombre de calculs, une certaine puissance de calcul, alors c'est 10 puissance 26 flops, donc c'est un gros calcul, il faut le déclarer. Il faut que ça soit déclaré et ils veulent surveiller ça. Et pareil, pour vous donner une idée, c'est quoi 10 puissance 26 flops? Il y a
Gemini, comme dirait Wendy, qui est à ce niveau de puissance de calcul-là. Les autres sont encore un peu en dessous. Mais vous voyez, là, il y a une inquiétude aussi. Si on dépasse ces puissances de calcul, ces taux de calcul pour générer des langages, ben, il va falloir le passer par la case. Faut demander la permission maintenant. C'est plus, on va plus normalement faire n'importe quoi sur la partie US. Et puis la dernière chose aussi qui est assez intéressante, c'est la réflexion de les gars, il faudrait peut-être qu'on s'organise, des universitaires. Alors, c'est pas trop francophone, hein, là, cette réflexion-là, il n'y a pas trop de francophones dans la boucle. Mais l'idée de faire comme on a fait le W3C avec des gens ceux qui ont créé le web, hein, en disant vous avez des textes de régulation, des textes un peu d'éthique, d'usage, des choses comme ça. Il commence à y avoir un texte qui circule autour d'une gouvernance autour de l'intelligence artificielle, d'un truc un peu au-dessus, un peu dans cette idée W3C qui serait des grands sages de l'IA qui diraient oh là, faut faire attention à des trucs comme ça. Donc il y a des choses qui se mettent en point par rapport à ça. Sur les démos du mois, je vais faire rapide parce que je vois qu'il y a Boris qui trépigne. Sur les démos du mois, j'en ai discuté avec David qui se lance à fond dans le fine-tuning de l'LM. Il y a des environnements de développement qui permettent de gérer des grosses, justement, ces actions de fine-tuning, de voir les performances, de rentrer des langages, de préparer ces datasets, de les envoyer dans le modèle qu'on a récupéré, de gérer plusieurs modèles, de fine-tuner plusieurs modèles, d'avoir plusieurs types de fine-tuning. Bon, bref, il y a une boîte qui fait ça, c'est H2O, qui est open source, c'est assez marrant. Je vous ai mis deux démos, une complètement foirée du PDG, qui est assez marrante à aller voir, c'est nul, mais c'est l'anti-Steve Jobs, c'est la démo a foiré, mais il rigole quand même, donc c'est bonne humeur. Et là, une vachement plus pro qui a été faite je ne me rappelle plus, ça a été fait à Singapour. Voilà. Je suis plus rapide que mon Studio, how do you fine-tune your prompt? Qui est elle. David, je t'invite à aller la voir. Il y a plein de trucs super intéressants. Je sais que tu n'as pas le temps, mais elle est vachement bien, cette démo-là, à voir. Et puis, moi, la démo qui m'a bluffé, on l'a déjà un peu évoqué, c'est celle-là. C'est la démo sur le GPT-4o, sur la création de vidéos. Avec cette démo-là, franchement, l'éléphant en tricot, j'étais pas prêt. Donc, il faut voir après comment on se met là-dedans, comment ça va donner derrière sur l'utilisation qu'on nous, on va pouvoir en faire dans nos établissements. Donc, voilà, moi, j'ai fini. Ah ouais, il y a l'éléphant en toutes les couleurs. Là, j'étais pas en pyjama toutes les couleurs. J'étais pas prêt. Alors, on enchaîne. J'avais prévu 2 démos, mais Justine, elle n'est pas connectée. Donc, je ne sais pas pourquoi. Hier, elle m'a dit pas de problème et aujourd'hui, elle n'est pas là. Donc, du coup, Boris, je te laisse la main. Je te laisse te présenter. Je ne sais pas si tu présentes tout seul. J'ai vu que tu avais ramené du renfort. Si vous avez fait ça à plusieurs, j'ai échangé récemment avec Boris. Comme il m'a fait un effet waouh sur ce qu'il faisait. Donc, j'ai dit, il faut absolument que tu viennes montrer ça chez nous. Donc, je te laisse faire. Et j'ai mis la barre là. Hein, on t'attend. Ouais. Merci. Donc, merci pour l'effet déceptif prévisible. Non. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai parfois des soucis. Non, on t'entend bien. Ouais. OK. Alors, je vais partager le navigateur. Fenêtre. Est-ce que vous voyez mon navigateur? Oui. Ouais. OK. Donc, combien de temps tu veux que je parle? 15 minutes? Ouais. Alors, si tu es tout seul à parler, 15 minutes, 15-20 minutes, mais si vous êtes plusieurs, à 15-20 minutes chacun. Ok, non, Tram, de toute façon, elle interviendra si elle veut, puisque… Et Tram, elle a fait péter le t-shirt. Hein. Data nerd, là, il faut le faire. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis ingénieur de recherche CNRS. J'ai fait une thèse sur les moteurs de recherche textuels. Et donc, j'ai rejoint le laboratoire ETIS, qui est un labo CNRS, Université Cergy-Pontoise, qui maintenant s'appelle CY Université, et l'école d'informatique électronique, l'NCA.
Donc voilà, on est 80 à peu près. Au niveau des groupes de recherche, on fait de l'architecture, du système de la reconfiguration embarquée, on fait de la robotique neurocyber, on fait de l'information, communication, imagerie, algèbre linéaire, etc. Et moi, je suis dans l'équipe avec TRAM d'indexation multimédia, intégration de données, pour travailler avec nos collègues qui sont experts en IA, computer vision, etc. Donc moi, comme je suis ingénieur de recherche, j'ai très vite compris que nos chercheurs étaient très segmentés, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très fort en computer vision n'est pas très expert en NLP, et pareil pour l'analyse du son. Donc je me suis dit, faisons une plateforme multimodale, d'indexation multimodale, pour indexer toutes les recherches en IA sur toutes les modalités. Et évidemment, la vidéo, c'est un super jeu, un terrain de jeu, puisqu'on a toutes les modalités à l'intérieur. Donc, l'université m'a proposé de monter une start-up, Deep Tech. Donc, on a levé 350 000 € pour faire un projet issu du laboratoire ETIS. On a été labellisé par RISE, qui labellise 10 startups sur 100 à peu près par an. Donc, on va dire qu'on a 2 tutelles. On a l'ASSAT Erganeo qui nous a financé et le CNRS Innovation qui nous présente plein de gens. Voilà, donc vous retrouverez sur Sequentia des papiers du CNRS, notamment. On a 2 Sequentia, on va dire. On a un Sequentia Sport qui permet d'analyser tous les gestes, les différents mouvements de nos sportifs. Et on a un Sequentia beaucoup plus learning, adaptive learning, indexation de cours en ligne, de conférences, de spectacles d'humour, notamment. On travaille avec des humoristes et on va parler un petit peu de ça. Donc, je vais vous présenter rapidement Sequentia sur un projet qui s'appelle DemoS. L'architecture, si vous voulez, on y reviendra, mais en gros, on prend une vidéo, on a plusieurs répartiteurs et séquenceurs, on lance toutes les modalités d'IA, que ce soit du speech-to-text, de l'ossérisation, du changement de plan, de l'analyse sonore, de la détection de locuteurs. On a tous les algos d'IA et on peut en rajouter autant qu'on veut. On a des datas extérieures et après, on fait du séquençage. C'est pour ça qu'on s'appelle Sequentia, c'est une séquence en IA multimodale, pour après avoir une expérience de vidéo, de player vidéo un petit peu original. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est on a indexé 150 heures de la vidéothèque de Sergi. Ça fait 90 heures de contenu vidéo pour 9000 extraits vidéo, des moments forts, des highlights. Et ça, c'est intéressant, c'est que c'est des extraits qui sont automatiques. Donc, on fait de la déréalisation, du démontage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on relie l'extrait, la short vidéo à la vidéo d'origine. Ça va permettre de faire des zappings de plein de cours. Par exemple, si on veut avoir des notions de thermodynamique, on va aller pouvoir piocher sur beaucoup d'explications de professeurs. Et quand un extrait nous intéresse, de façon intuitive, on va pouvoir prolonger. Donc, ce qu'on sait faire, c'est des formulaires de recherche un peu intelligents avec du AND et du OR qu'on va transformer en search rank. On fait de la recherche par similarité d'image. On a un second écran en savoir plus où on va faire du titrage, chapitrage automatique grâce à l'IA générative. Donc là, pour l'instant, on utilise du Llama 3. On regarde Mistral, on regarde tous les open source. On a aussi une version ChatGPT pour voir et aussi Gemini. Donc, on essaie de faire un peu du multi-LLM pour voir un petit peu. Automatiquement, on va faire des résumés. Donc, évidemment, les LLM facilitent le travail de résumé textuel, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'associer les résumés et vidéo et textuels en similarité. Et enfin, on va faire des détections de locuteurs pour avoir des questions-réponses. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite la plateforme. Donc, la plateforme, c'est un smart player, donc ça peut prendre tout l'écran ou un mini-écran. Là, on a la possibilité d'ouvrir ou de fermer le volet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir insérer ce Smart Player vidéo dans n'importe quel site pédagogique, universitaire, juste en faisant un insert widget. Il n'y a pas la fusion de 2 sites, puisque chacun a des Moodle. On peut s'intégrer sur des LMS, sur des Moodle très facilement. Donc là, par exemple, on a créé une sorte de page hypermédia qui fait qu'on va pouvoir mettre un petit peu éditorialiser un cours, par exemple. Donc là, par exemple, on nous a demandé de faire un petit travail sur le recrutement. Donc, recruter un collaborateur. Voici des extraits vidéo sur les offres d'emploi. Donc, ça a été fait par un search, par des playlists. Je vous montrerai ça, mais là, c'est le résultat final. Donc, quand on va cliquer sur voir des extraits sur les offres d'emploi, on va lancer automatiquement. Astuce pour le faire.
la première chose, pour trouver les bons mots-clés, vous pouvez tout à fait consulter. Donc là, c'est des vidéos qui sont issues de l'université de Cergy. Automatiquement, on va avoir le nom de la vidéo. Là, c'est un petit extrait. Si on prolonge l'extrait, donc là, avant de passer à un extrait suivant, je vais vous montrer comment on prolonge de façon intuitive la prolongation de l'extrait. Des offres, soit d'emploi, soit de stage, soit d'alternance, et tout simplement, vous allez recenser en fait. Et donc, 5 secondes, il me demande de prolonger l'extrait. Et là, on a un extrait de 30 secondes qui est issu d'une vidéo de 1h03. Donc, ça va nous permettre de nous balader dans la vidéo de façon intuitive. Bien avoir. Mais au moins, on aura eu un extrait de la vidéo. Si on veut revenir à la playlist, on revient directement à la liste et on peut changer de vidéo. Les bases, c'est bon, je les avais bien. Voilà, donc ça nous permet très rapidement d'avoir un extrait. Donc là, c'est un search qui a déjà été enregistré dans un objectif d'éditorialisation. Maintenant, par exemple, si on veut savoir exactement ce qu'est le projet DemoS, donc on tape DemoS Campus Virtuel. Par défaut, il va nous faire un ou, ce qui va nous ramener, à chaque fois qu'on fait un search, on a une barre qui va nous dire qu'il y a 35 extraits qui répondent à cette requête. On peut rentrer à l'intérieur pour dire dans la vidéo Let's See Why Décembre, Actu en bref, il y a 9 extraits de cette vidéo, 4 sur celle-là, etc. Donc, on peut balayer s'il y a une seule vidéo qui nous intéresse, on casse le mode multividéo et on reste sur la vidéo qui veut. On a des locuteurs aussi si on veut, et on peut trier soit pertinence par vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est que, comme vous le savez, tous les moteurs de recherche ont 2 algorithmes, un de search qui va faire qu'à chaque requête, on va avoir par exemple 100 réponses, et un autre algo de ranking qui, à partir de ces 100 réponses, vont ordonner par pertinence ces 100 réponses. Donc nous, on a désacralisé un petit peu ces 2 algos, puisqu'on a mis l'algo de search à gauche d'un nouvel opérateur booléen qu'on a dénommé slash, voilà. Et donc là, par exemple, si je fais slash, je dis je veux forcément des mots S, et en ranking, tu me mets d'abord si ça parle de campus et de virtuel. Si 4 réponses, ce n'est pas assez, je déplace mon slash et je fais un et entre DemoS et campus, et là, j'ai plus qu'une seule réponse, etc. Donc, ça permet en fait de dire, c'est dommage que les moteurs de recherche nous pénalisent parce qu'on met énormément de mots, puisque plus on va mettre de mots, plus on va être pénalisé sur l'absence d'un mot dans la requête. Bon, ça, c'est un détail. Donc, si on veut savoir un peu DemoS campus virtuel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Virtuel. Et là, on demande le « et ». On va avoir notre chef de projet qui va présenter DemoS, être atteint d'une dans l'enseignement supérieur. Ce projet est conduit. Alors, attendez, j'ai des problèmes de ressources mémoire. Je vais couper des choses. Là. Vous m'entendez toujours? Ouais, ouais. J'ai beaucoup d'applications ouvertes. Ma machine qui rame un peu. Je vais faire un petit résumé pour des épisodes précédents pour meubler, pour que tu essaies de souffler ta machine. Donc là, l'idée, c'est on est vraiment sur un lecteur, quand tu dis un lecteur intelligent, qui permet de regrouper énormément de fonctionnalités. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette facilité d'accéder à un extrait. Et si l'extrait nous intéresse, d'avoir son contexte. Hein, automatiquement, tu vois, on reste dans le player, on ne sort pas ailleurs, on reste, on est lié. Et donc, ça permet de parcourir rapidement des gros volumes de vidéos. Un Tram, tu confirmes, je vois qu'on l'a perdu là. Bah, puisqu'on l'a perdu, Tram, tu fais quoi toi dans ce projet? Alors, moi, je suis usagée, surtout. D'accord. Oui, en fait, quand Boris nous a montré les possibilités de, de séquençage, je dis, ah super. Là, il y avait vraiment cette… alors, comment on s'en sert? En fait, voilà, donc, à l'université, on est en train de passer à l'approche par compétences. Et il se trouve que dans l'approche par compétences, il y a beaucoup d'enseignants qui ont
beaucoup de questions, de freins, etc. pour ça. Et quand les ingénieurs pédagogiques voilà, pour essayer de répondre à ces interrogations-là, et ils ont toujours, les enseignants ont beaucoup de choses à redire. Est-ce que voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est OK? Voilà, ils aimeraient avoir un petit peu de légitimité dessus. Et puis voilà. Et il se trouve que voilà, il y a, enfin, on travaille avec Jacques Tardif pour l'approche par compétences. Et donc voilà, en termes de légitimité, du coup, ça se pose bien. Et donc voilà, l'idée, c'était de se dire, voilà, puisqu'on a pas mal d'enregistrements qui se sont faits sur ces vidéos, par exemple, faisons quelque chose pour que si un enseignant se pose une question sur un point particulier, par exemple, voilà, comment est-ce qu'on gère un portfolio, comment est-ce qu'on évalue par compétence, etc. Voilà, par séquentiel, les extraits pertinents donnés par une personne qui fait autorité pourraient en fait être montrés aux enseignants. Une autre utilisation aussi, c'est effectivement dans la construction de cours. En fait, on réinvente souvent la roue quand on quand on fait des capsules vidéo. Et donc, pourquoi ne pas profiter aussi de toutes les capsules vidéo, toutes les ressources qui ont été pédagogiques et qui ont été créées pour pouvoir en fait permettre ou à un enseignant de pouvoir construire justement un cours à partir de différents éléments voilà. Donc tous ces éléments-là, voilà, en tant que personne qui s'intéresse beaucoup à la pédagogie et au déploiement de l'approche par compétence, c'est quelque chose vraiment qui m'a séduit en fait dans l'utilisation de séquentiel. Voilà. Donc, je pense que ça devrait marcher, je ne dis plus rien. Alors, il y a Wendy qui a posé une question. Alors attends, elles sont où mes questions, moi? Hop. Hop, 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 voilà. Je peux reprendre directement le micro, sinon je disais, Ouais, je me demandais justement, parce que ça ressemble beaucoup, je fais beaucoup de SEO, et je me demandais justement si ce système finalement fonctionnait sur le même principe que le Search Engine Optimization. En fait, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, désolé pour la petite coupure. J'essaie de couper pas mal de. Oui, de toute façon, nous, on est un concurrent de YouTube. Hein, donc, au niveau SEO, ça permet de remplacer et ça permet de replacer des sites à fort contenu multimédia sur des bonnes réponses sur les moteurs de recherche. Donc, je reprends la démo rapidement. Donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir poser des questions et avoir des réponses. Mais surtout, ce qui est intéressant, on va aller vite, c'est j'ai indexé les premières vidéos de IA for Sup. Et du coup, on va juste regarder ce que ça donne, comme ça vous allez comprendre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la possibilité, par exemple, si on veut des choses sur les prompts, par exemple, et si on veut… donc, sur les prompts, il va nous dire qu'on a eu une quinzaine de réponses. Alors, prompt. Oui, il y a 26 réponses qui sont réparties sur… donc, il y a 13 réponses sur QCM Quiz IA, 11 sur le meeting de la dernière fois du 22 avril et sur… j'ai indexé aussi traduire les vidéos avec Eleven Labs. Et donc, si on veut avoir directement l'accès, on peut… Si vous regardez ici là, ce que je viens de faire avec… Vous entendez la voix de la vidéo? Oui. Là, je n'ai pas fait de prompt. J'ai juste donné un document et je lui ai dit débrouille-toi avec, fais-moi des questions avec. Là, avec… donc là, je vais changer de vidéo. C'est-à-dire à mes étudiants, je leur ai donné les bases de données. Ouais, ils font même taf. Et je leur ai donné le premier élément, je leur ai donné ce prompt-là que j'ai pu avoir. Je change. Donc, j'ai fait un prompt pour… Et si, par exemple, vous voulez approfondir par rapport à ces vidéos la notion de prompt, vous allez pouvoir le mettre dans une playlist. Donc, on va appeler ça prompt IA for Sup du 16 mai. Ça va permettre de créer du montage quasiment automatique. Grâce à l'IA générative, on a la possibilité de dire, voilà, il y a des extraits qui viennent de ces 3 vidéos. Quand je rentre dans les vidéos,
On a automatiquement création automatique de questions pour évaluation. C'est du titrage qui a été fait automatiquement par de l'IA générative en batch. On a ChatGPT et Perplexity. Donc ça, si ça m'intéresse, je regarde l'extrait. Maintenant, sur ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est plutôt en utilisant ChatGPT, soit la version gratuite, soit la version payante. Et un autre outil que j'affectionne beaucoup et qui a tendance actuellement à remplacer mon usage de ChatGPT, c'est Perplexity. Alors, par exemple, 3.49, elle a fini de parler de Perplexity à 3.49. Je vais faire un petit montage rapide. Je vais dire, je vais récupérer de 3.34 à 3.49. Et même, elle a parlé un petit peu, on va raccourcir juste pour vous montrer l'effet de montage. Donc là, je vais dire que je commence à la 40e seconde. Je valide. Cette vidéo-là, je vais la mettre en premier. Et je vais créer un montage que je vais vous partager. Donc, il suffit, je peux mettre l'option d'extension ou non. Je vais copier le lien et de façon instantanée, sans import, sans export, je vais pouvoir avoir ce montage qui est directement réalisé par la playlist. On voit que le premier extrait est très court, dire que 5 secondes. Gratuite, soit la version payante. Et un autre outil que j'affectionne beaucoup et qui a tendance. Voilà, on a mis un mute un peu trop, un fondu sonore un peu trop éloigné. Et donc ça, je vais vous le partager. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne. C'est un montage automatiquement à partir de requêtes. Vous pouvez supprimer, déplacer des extraits comme je l'ai fait. Donc vous pouvez dire cet extrait-là, je le monte. Celui-là, il ne m'intéresse pas. Création de diapositive ne m'intéresse pas. Et notre idée dans le projet des mots, c'est de pouvoir dire, de faire 3 offres. Un module d'acquisition pour les nouveaux élèves, c'est-à-dire montrer tous les cours disponibles pour que des nouveaux élèves viennent dans ce cours en ligne. Une production pour les professeurs, donc faire des sommaires hypermédias qui vont recenser, déclencher des vidéos, des résumés. Faire un module de révision pour les élèves avec la possibilité d'utiliser leur montage comme vidéo de révision. Donc, si on revient sur le montage, je vais vous le partager sur le chat, si je le trouve, conversation. Donc, normalement, vous me direz si tout le monde y arrive. C'est juste un lien, donc c'est virtuel. Ce qui est intéressant, c'est un effet de bord, on n'avait pas prévu, c'est que le montage, on peut le changer et à distance le modifier. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, c'est la possibilité de pouvoir des résumés. Alors, je ne vais pas montrer le résumé maintenant. Ça, c'était le petit montage. Si on revient à la playlist du prompt, donc on revient à la playlist, on a nos 26 séquences. Si on recommence la première séquence, si vous regardez ici, là, ce que j'ai... cette vidéo qui s'appelle Générer des QCM et quiz avec l'IA, on a généré automatiquement un titre sur cet extrait. Splash contre ChatGPT crée un prompt efficace. Donc, c'est la synthèse que notre IA générative a conçue. Si on veut en savoir plus, on appuie sur ce bouton qui est le résumé vidéo. Et automatiquement, on va avoir, là, on est en train de le développer, le résumé textuel qu'on est en train d'améliorer sur toute la vidéo, mais aussi la possibilité d'avoir 6 minutes 5 sur une vidéo qui fait 28 minutes de cette vidéo-là. Donc, je voulais partager. Donc, ce n'est pas vraiment un résumé, on va dire que c'est une compilation, un peu comme les chapitrages DVD, qui nous permet d'avoir très rapidement les moments les plus forts de la vidéo et de pouvoir les compléter si on veut passer d'un extrait à l'autre, si on veut passer par la vidéo originale. Et pour Boris, finir, avant que tu finisses, il y a Gérard qui lève la main depuis un bout de temps. Gérard, je te laisse la poser une question. C'est pas une question? Il faut remettre le micro, Gérard. Hop, hop, hop. Ah ben écoute, bon, je te laisse finir. Et donc, pour l'IA générative, donc on est en train de faire du RAG audiovisuel. Donc le RAG, c'est le Retrieval Augmented Generative. Ça veut dire que ça permet de répondre uniquement sur des cours, comme on l'a vu sur pas mal de vidéos précédentes. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que si on a un petit chatbot vidéo, si quelqu'un… Donc là, on travaille avec le GDR du CNRS sur le sport et les activités physiques. Donc là, on a un petit moteur de recherche. Je peux vous mettre le lien, vous pouvez vous amuser. C'est un lien ouvert. Je vais vous le mettre aussi dans le chat.
chat. La discussion, ouais. Donc ça, vous pouvez le tester. Ça, on s'est rendu compte que l'IA générative peut évidemment amener de l'hallucination, du délire sur pas mal de réponses. Donc, dans un premier temps, on s'est dit on va plutôt faire des questions génératives. Donc, à partir de mots-clés, on va transformer, par exemple, si vous voulez avoir des infos réalité virtuelle autour du sport, bon, là, on a fait un raccourci pour aller plus vite, mais vous pouvez taper le mot-clé réalité virtuelle et l'IA générative va elle-même trouver des questions pour qu'on ait les réponses en vidéo. Quelles sont les conditions nécessaires pour créer une expérience de réalité virtuelle? Donc ça, c'est l'IA générative et nous, on va essayer de trouver la meilleure réponse. Donc, je vais juste rappeler ce que c'est que la réalité virtuelle, parce que c'est un mot qui malheureusement est assez galvaudé de nos jours. Enfin, on entend beaucoup parler de réalité virtuelle. Mais l'objectif de la réalité virtuelle, c'est de permettre à un ou plusieurs utilisateurs… Donc ça nous intéresse, c'est-à-dire qu'on va redonner la voix finale à un expert, à un professeur, plutôt que de laisser l'IA générative en TTS, en text-to-speech inondé d'informations, puisque là, au moins, on est sûr d'avoir un référent pour chaque question. Si cette question-réponse ne vous intéresse pas, vous faites suivant et vous balayez. Quelles sont les forces, les opportunités, les menaces et les faiblesses de la réalité virtuelle dans le domaine du sport? Assez récemment, il y a Duking et collaborateurs qui ont fait une analyse de SWOT de la réalité. Voilà. Comment la réalité… Et donc ça va nous permettre de créer des flashcards pour que les étudiants puissent eux-mêmes s'auto-interroger, puissent réviser de façon ludique, interactive, avec aussi la possibilité pour l'instant de peut-être d'analyser leurs réponses pour que le déclenchement de la question puisse se faire. Vous savez, les flashcards, c'est la possibilité de poser des questions-réponses suivant une périodicité. Si la réponse est bien su, la question sera posée dans un mois. Si elle est moyennement sue, dans une semaine. Si elle n'est pas du tout sue, elle va être posée le lendemain. Et donc là, l'idée, ça serait carrément de faire quelque chose d'automatique pour analyser si la réponse est plutôt moyenne, bonne ou mauvaise, pour que l'étudiant puisse lui-même s'amuser à s'auto-interroger. Voilà, j'ai fait vite. Après, pour ceux qui veulent plus de détails, on peut faire des visios plus one-to-one, puisque l'idée, c'est que DemoS, c'est un projet pour toutes les universités françaises. Donc, on est financé par l'ANR. Et donc, on a vocation à partager nos travaux de CY avec nos collègues de toutes les universités. Donc, c'est une version qui pourra aussi être testée si vous avez des cours en ligne bien construits. Là, par exemple, on est approché par l'université numérique qui a des vidéos très, très pédagogiques, très images, enfin, très animation. Voilà. Donc, je suis à votre dispo déjà pour répondre aux questions là. Et puis, comme l'a dit Tram, on travaille sur l'approche par compétences. Donc, tous nos responsables pédagogiques sont en train de faire des playlists, comme vous avez vu, pour essayer de faire une foire aux questions audiovisuelles pour que nos collègues professeurs qui se posent des questions sur les portfolios, d'ailleurs, on va indexer les portfolios de Christophe qu'on a trouvé super intéressant, pour justement ne pas toujours redire la même chose et qu'on avance tous ensemble et que les choses qui sont déjà actées puissent être accessibles directement en mode vidéo. Ouais, merci Boris. Alors pour la petite histoire, moi j'avais fait une formation sur l'école doctorale de la Polynésie, c'est un portfolio spécifique pour les doctorants, dans le cadre de la loi qui oblige chaque doctorant à avoir un portfolio. Christelle, je vois que tu as une question. Oui, c'est super comme outil. Moi, ça me plaît beaucoup. Est-ce que c'est un outil qui est déjà disponible pour les universités? Si oui, est-ce que c'est facile à installer? Est-ce que ça a un coût? Bref, si on est intéressé, voilà, comment ça se passe? Alors, moi, je suis en train d'essayer de négocier une version R&D pour le monde de la recherche et de l'université. Donc ça, c'est surtout pour faire des tests, pour essayer de voir les améliorations. On a aussi la possibilité de faire des exports Word à partir de cours en ligne. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être testées. Après, si vous voulez vraiment que ce soit une version qui soit intégrée à Moodle, qui soit vraiment opérationnelle pour tous les étudiants, là, on passera plutôt en mode plutôt de la R&D vers la licence industrielle. Mais en tout cas, il y a évidemment une première version POC qui peut rentrer dans le cadre de DemoS de façon gratuite pour
voir si l'intérêt, si la promesse est tenue hein, de l'outil. Il y a Gérard. Si ça nous Ah, intéresse, on peut revenir vers vous et être expérimentateur avec vous, du coup. Voilà, avec grand plaisir. Là, avec Tram, on est en train de former des responsables pédagogiques, donc ils sont une dizaine, et on est en train pour la première fois c'est eux qui testent les playlists, ils sont en train de les créer, et donc pour l'instant les playlists n'ont pas encore été trop exploitées. Tout cet outil est très neuf, hein, ça vient juste de sortir vraiment et surtout qu'avec l'IA générative, on est en train de l'enrichir quotidiennement. Donc tout est neuf et avec plaisir de faire surtout des échanges interutilisateurs, interuniversités. Dernière question, puis je laisserai la main du coup. Donc ça s'intègre directement dans Moodle. Est-ce que ça s'intègre dans une plateforme de streaming? Nous, on travaille sur Pod, par exemple. Alors, je vous mets mon mail si vous voulez me contacter pour… Après, Merci. on fera un retour avec Christophe dans le cadre de l'IA Forsup. Comme ça, l'idée, c'est d'indexer avec Sequentia déjà tous les webinaires dont Christophe est un peu le responsable. Comme ça, chacun verra si ça a un intérêt. Faites des playlists à partir de ces webinaires. Du coup, j'ai perdu la question. Est-ce que donc ça s'intègre dans Moodle et est-ce que ça s'intègre… C'est dans le cadre du projet DemoS. On va l'intégrer dans Moodle. Pour Ouais. l'instant, on est en train de regarder les specs. Mais l'idée, oui, c'est que ça soit un player qui soit directement intégré. Et puis peut-être que Christophe aussi nous a dit que ça serait bien qu'on puisse retirer beaucoup de cours de YouTube pour les mettre sur une plateforme ministérielle enseignement, parce qu'il y a beaucoup de profs qui mettent pour que les soient accessibles très facilement, mais n'enlèvent pas les pubs. Du coup, ils sont suspectés d'être payés en cachette, alors pas du tout. C'est juste YouTube qui se fait de l'argent sur le dos de nos professeurs. Donc peut-être pour plus de clarté, si le player a un intérêt, ça peut être intéressant d'avoir une version un peu unique. Et pour le streaming, on a notre propre serveur de streaming, mais si vous avez déjà un serveur de streaming, on se cale directement sur votre serveur de stream. On le fait pour le PMI. Donc ça serait top. Parce que nous, c'est lié avec Moodle, donc… Oui. Non, nous, c'est encore plus facile. Si en plus, je vois de plus en plus de speech to text sont disponibles, alors là, c'est encore plus simple pour nous, puisqu'on n'a pas à déclencher notre algo de speech to text qui est assez coûteux, surtout si on a énormément de vidéos. Donc, si vous avez déjà du speech to text, j'ai vu que ceux de l'IA Forsup, il y a déjà les noms des locuteurs. Nous, on a un search par locuteur, etc. Donc, ça peut aller très, très vite. Si vous avez déjà ça, en très peu de temps, on peut indexer énormément de vidéos. Surtout si vous avez le serveur de stream associé. Et ça, vraiment, ça sera la licence R&D pour que vous puissiez le tester le plus facilement possible. Moi, la discussion qu'on avait avec Boris en amont, c'est l'idéal, c'était de faire du lobbying chez M. Renater pour les poser le serveur chez Renater, comme ça on pourrait tous jouer avec, quoi. Voilà. Ouais, enfin, l'informatique distribuée, ça pourrait marcher aussi. Je veux dire, si chacun est capable de maîtriser, moi je pense pour la vidéo, s'il y a une vidéo JS par exemple, qui est un outil qui est pas compliqué à déployer et que chaque université en fait pourrait se permettre d'avoir. Et des serveurs RTMP, il y en a à la folie, y compris les logiciels de services web qui donnent ça gratuit, qui donnent ça de base. Ma question en fait, c'était une question sur l'indexation. Votre indexation, elle repose sur une ontologie que vous construisez, que vous élaborez, ou c'est simplement vous laissez faire l'IA qui trouve les mots et qui fait en quelque sorte du plein texte? On a les deux modes. On peut utiliser des thésaurus, des ontologies si on veut structurer l'indexation. Sinon, on utilise des LLM contextuels aussi pour accélérer. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on a une indexation, ce qu'on appelle hiérarchisée. Ça veut dire qu'une vidéo par rapport à un texte, c'est beaucoup plus compliqué, puisque si une personne prononce un mot à la première minute et un autre à la 50e minute, ça va poser problème pour les recherches booléennes. Et donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas trop de search vidéo. On est quasiment les seuls à faire de la recherche vidéo avec combinaison de mots, parce que c'est assez compliqué. La temporalité est dure à gérer. Et donc, nous, on l'a réglé, pour revenir sur l'histoire d'ontologie, c'est que chaque vidéo va avoir des extraits. On va découper par unité de sens, par des paragraphes sémantiques, pour que le discours, la requête soit intelligible et intéressante, mais on va aussi l'associer au contexte de la vidéo.
parce que, évidemment, si on va parler de ChatGPT, on va le dire qu'une fois en début de vidéo, on ne va pas le dire toutes les 5 secondes avec ChatGPT, j'ai fait ça, etc. Donc, si la personne tape ChatGPT prompt et au moment où la pertinence devrait sortir, si on n'a pas ce contexte de la vidéo, voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'un texte écrit, le search vidéo, puisque l'oralité fait qu'il y a des incises, il y a des changements de locuteur, enfin ça part de partout. Quand on lit du speech to text, faites l'exercice, vous verrez que c'est quasiment incompréhensible. D'ailleurs, YouTube, depuis très peu de temps, vient de mettre la transcription disponible, elle est très cachée. C'est un jeu de piste pour la trouver. Et vous verrez que, alors que ça a l'air intuitivement intéressant d'avoir le speech to text et la vidéo côte à côte, et en fait, c'est marrant 5 minutes, mais au bout de 10 minutes, on n'en peut plus, parce que la lecture d'un speech to text n'est pas du tout agréable. Quand on parle, il y a évidemment la voix, enfin, je ne vais pas vous apprendre, mais il y a toutes les modalités qui fait que plus que des thésaurus, des ontologies, de la segmentation sémantique, d'indexation, il y a aussi cette réflexion de découper des extraits sémantiques et avoir ce relation locale globale sans arrêt, contexte, spécificité et contextualisation de chaque extrait d'un cours en ligne. Et ce qui est sympa aussi, c'est que comme on ossérise tout ce qui est à l'écran, ça va permettre d'auto-corriger le speech to text avec l'ossérisation, parce que le speech to text aujourd'hui, c'est 80% d'accuracy. Hein. Sur 100 mots, il y a quand même 20 erreurs, ce qui est quand même énorme. Vous avez essayé Whisper pour voir ce que ça faisait, parce que ça tombe Alors, à moins de 2%, quoi, Whisper, c'est fou. On utilise Whisper. Whisper, tous les jours, change les paramètres, les attributs. Donc, nous, on est spécialiste Whisper. Hein. Aujourd'hui, on a testé tous les speech to text de la planète. Il y a encore 4 ans, on devait payer 10 € de l'heure. Il y a 3 ans, on devait payer 1 € de l'heure. Après 0,1 €. Et grâce à Whisper OpenAI, on peut utiliser de façon business la licence Whisper. Et du coup, elle est assez incroyable, mais elle est très, très comme l'IA générative. Hein. Des fois, ça part en hallucination, ça part en vrille. Donc, il faut bien la maîtriser. Par exemple, si vous faites du Whisper sur une vidéo qui a 5 secondes de silence, vous allez avoir un gros gap dans le speech to text. Enfin, il y a plein de ruses. Donc, évidemment qu'on utilise Whisper, qui est difficile à manier, à optimiser, mais quand on le maîtrise, ça devient sympa. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que c'est un Whisper local avec serveur fermé. C'est-à-dire que quand il y a de la confidentialité, voilà, ça part pas, on ne part pas en API sur des GAFAM ou des choses comme ça. Et vous avez essayé les extensions? On l'a adapté. Pardon. Nous, à Saint-Étienne, effectivement, on a adopté Whisper dans notre plateforme de streaming. Donc là, il est vraiment en prod. Je l'ai testé plusieurs fois, donc c'est plutôt convaincant par rapport à Voss qu'on avait avant. Ouais. Et c'est notre collègue de la DNU qui a réussi à le coupler avec Pod, qui est notre plateforme de streaming. Nous, on est assez contents pour le moment, même s'il y a quand même encore quelques erreurs, mais c'est un mieux. Vous avez essayé les extensions de Whisper, notamment il y a un Français, je crois, c'est un Français qui a développé un outil qui, par-dessus Whisper, réussit à cadencer les phrases et ça améliore fortement justement du sous-titrage. Enfin, moi, j'ai fait que du sous-titrage et ça améliore énormément le sous-titrage parce qu'au lieu d'avoir justement ce découpage assez aléatoire, comme vous disiez, de Whisper, on tombe dans quelque chose qui est beaucoup plus cadencé et qui fournit finalement un confort de lecture bien meilleur. Je ne sais pas si vous avez testé ce truc. Nous, Je sais pas le nom. on a déposé un brevet sur le séquençage parce que justement, une vidéo, pour nous, il n'y a pas que la voix, le texte, le son, il y a aussi l'image. Et quand il y a des changements de caméra, en fait, on a fait du découpage multimodal. Donc, on va regarder les changements de plan, on va regarder les changements de locuteur, on va changer et la respiration, etc. Et donc, comme votre collègue, on est dans cette dynamique de découpage pour faire notamment pour la traduction, on ne peut pas traduire sub par sub. Il faut recontextualiser les phrases, le paragraphe, traduire le texte français, anglais, chinois, russe, tout ce que vous voulez, et après le redécouper en sub pour que ça soit aligné avec le sous-titrage. Mais oui, on est dans cette logique, évidemment. Pour nous, le speech to text, c'est que le démarrage de notre plateforme. Après, il y a énormément de couches d'amélioration avec des ontologies, du thésaurus, beaucoup d'améliorations de topics. On a tous les algos de NLP avec tous nos doctorants qui travaillaient énormément dessus. Et ben voilà.
je pense qu'on a été complet sur le sujet. Donc, tu nous as mis les liens, tu nous as mis ton mail, tu es dans la communauté IA ForSup aussi. Il a sa petite fiche contributeur qu'il a bien remplie, lui. Donc, il n'y a pas de souci pour continuer ensemble. Et puis, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à leur envoyer par mail ou ailleurs, ou ici. Normalement, j'ai fait une fiche outil IA dans IA ForSup aussi sur Séquence IA. Donc, je vais la compléter. Je vais découper cette présentation, ce webinaire comme j'ai fait pour les précédents. Je vais le mettre en global, mais en petit morceau aussi. Et comme ça, tu auras ta présentation IA ForSup de Séquence IA que pour toi. Donc, tu pourras jouer avec et il n'y a pas de problème, Boris. Et je te remercie encore pour la démo. C'était, moi, j'ai toujours eu l'effet waouh. Hein. Il n'y a pas eu l'effet de déception. Même au deuxième coup, ça le fait encore. Hein. C'est le troisième coup qu'on est déçu. Et quand je vois Gérard sourire, je veux dire que tu as fait fort parce que c'est pas souvent que je le vois sourire. Il est toujours grincheux, tu sais, c'est un peu le gars. Non, mais ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et là, il a un grand sourire. C'est très, très rare, c'est très bon signe. Toi, c'est le crash test. Tu as passé Gérard, c'est bon, tu peux aller partout maintenant. Non, mais avec plaisir. De toute façon, on va indexer toutes les vidéos de IA ForSup et comme ça, chacun pourra faire des playlists et on pourra voir ce que ça donne pour ceux qui veulent présenter des playlists, des montages qu'ils auraient fait des différents webinaires de IA ForSup. Ouais, moi, je pense que tu auras vite David sur le dos qui va t'envoyer des vidéos d'astronomie qu'il fait ou des documents qui l'intéressent. Je pense qu'il va y avoir de quoi remplir. Hein. N'est-ce pas, David? Mets ton micro. Hein. Je dis, c'est bien possible, effectivement. Avec plaisir. Ouais. Ok. Eh ben, merci. On a un peu dépassé l'heure, mais ça, avec Boris, j'ai dit c'est foutu. On a eu la chance, entre guillemets, que la dame qui devait nous présenter ChatGPT, BlueGPT ou je ne sais plus quoi, quel produit, m'a posé un lapin, nous a posé un lapin. Donc, du coup, merci Wendy pour cette présentation. On continuera à creuser tes données. Hein. J'espère qu'on pourra mettre tout ça en ligne. Merci Boris. Et Tram qui a improvisé aussi son petit speech. Et puis, merci à tous. On continue à se revoir le mois prochain. Je n'ai plus la date en tête, mais on se revoit bientôt. C'est déjà complet le programme. Hein. Il y a plein de choses à faire. Et puis, pendant ce temps-là, n'hésitez pas à rajouter plein d'infos dans les bases de données qui se remplissent. Je ne sais pas si on arrivera à tout suivre. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est maintenant avant que je coupe. Non, c'est tout bon? Bon, on va arrêter là alors. Eh ben, merci Evelyne. À la prochaine tout le monde. Ciao, ciao. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci, salut. À très bientôt. Au revoir. Merci Christophe. Merci, au revoir.